Également par Agile, qui est une organisation de jeunesse qui a pour but de ramener des réflexions, des engagements au sein de la jeunesse. Nous avons ici avec nous Mehdi Mayad et Nadia Hafid. Alors, cette organisation, elle est possible grâce aux étudiants du LB et également aussi à la Foire du Livre qui a permis cette découverte. Donc comment ça s'est passé? Alors au départ on s'est réunis avec l'idée de la marginalisation, comment ramener en fait en avant les discussions qui tournent autour des questions invisibilisées, du racisme, de l'identité, et c'est ainsi qu'on a essayé de trouver des œuvres, des artistes qui pouvaient répondre à ces questions et de manière concrète et pertinente. On a avec nous Mehdi Mayad et Nadia Hafid. Mehdi Mayad, vous êtes de Bruxelles, vous êtes metteur en scène, vous êtes comédien, réalisateur et aussi scénariste. Vous êtes également romancier parce que vous avez écrit votre tout premier roman, Le Bâtiment. C'est un œuvre assez mystérieux parce que l'histoire se déroule avec un personnage qui arrive sur une île assez étrange où la population voit d'un œil assez bizarre ce vieux bâtiment, cet immeuble qui est en fait le reflet de dynamique sociale assez troublante. Et mais on pourra en discuter encore plus profondeur à la suite. Et on a également avec nous Nadia Hafid qui vient tout droit d'Espagne. Vous avez écrit Le Bon Père, mais vous êtes également aussi illustratrice, vous êtes auteur visuel, vous êtes BDiste. Et dans le livre le BD Le Bon Père, vous allez parler de tout ce qui concerne l'héritage, vous allez parler de tout ce qui concerne le racisme également, des sujets qui sont souvent mis à l'écart et qu'on va aussi également aborder en profondeur par la suite. Alors, merci encore à toutes les personnes qui sont présentes. Je remercie également les étudiants du EB qui ont participé à cette organisation. Ils sont parmi nous. Il y a aussi ceux qui prennent des photos. Donc n'hésitez pas si à la fin vous ne voulez pas être pris dans les photos, de nous contacter à la fin. Et également, restez jusqu'à la fin. N'hésitez pas parce qu'on vous propose une surprise. On a un duo d'improvisation qui viendra présenter de manière beaucoup plus artistique, beaucoup plus spectaculaire le thème qui est la marginalisation. Merci à vous. Donc je me retourne vers vous. On est à la Foire du Livre, c'est un lieu qui réunit des œuvres, des artistes, un lieu culturel qui met en avant l'art. Et pour commencer cette rencontre, je vais vous demander, mais à quel moment, quel est le premier contact que vous avez eu avec la culture? Qu'est-ce qui vous a permis en fait de créer? Es un placer estar aquí, muchísimas gracias. Gracias también al trabajo de mis compañeras intérpretes. La verdad es que cuando me dijisteis que la charla iba sobre los márgenes, pensé, vale, es todo lo que me interesa. Solo me interesa lo que ocurre en los márgenes. De hecho, si soy dibujante de cómics, es porque el cómic para mí es un medio muy rico, muy potente y además que está muy ligado a lo popular, ¿no? Este carácter popular es algo que hace del cómic un arte muy interesante, ¿no? Porque es muy accesible y eso es lo que me interesa. Alors déjà, bonjour à tous, je suis absolument ravie d'être ici avec vous, merci beaucoup, merci aussi aux interprètes d'être là pour traduire cette rencontre. Alors quand vous m'avez annoncé le sujet de cette rencontre, la marginalité, j'ai été vraiment ravie parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je suis dessinatrice de BD et pour moi la bande dessinée c'est un moyen puissant, très riche, qui reflète aussi le caractère populaire. Un art très, très intéressant et très accesible aussi. Yo vengo además de Barcelona, donde históricamente el cómic ha sido muy cañero, ¿no? Y muy crítico con el status quo. De hecho, mis influencias beben un poco del cómic underground de los años 70 y 80, de revistas como por ejemplo El Víbora, de autores como Marx, como Nazario, que eran voces ¿no? que se alzaron contra la represión, ¿no? Contra la censura, y a mí es lo que me interesa del cómic, que tiene, que se cuela, ¿no? Por la cultura dominante, ¿no? Y es capaz de poder hacer crítica, de poder plasmar temas incómodos, y por eso escogí ser
ser dibujante de cómic? De plus, je viens de Barcelone et historiquement, la BD là-bas a permis aussi d'ouvrir la porte à la critique. Donc mes influences sont avant tout liées à la bande dessinée underground des années 70, des années 80, à des auteurs comme Max par exemple, des voix qui se sont vraiment élevées contre la répression, contre la censure, et c'est ça avant tout qui m'intéresse, le fait de pouvoir critiquer aussi une culture dominante, pouvoir parler de sujets qui peuvent mettre mal à l'aise parfois. Merci beaucoup, merci aussi pour l'invitation. Non, alors moi je sais pas trop, enfin j'ai commencé à faire des fictions radiophoniques et audio parce que ça coûtait rien. Donc peut-être c'est comme ça que je suis rentré un peu là-dedans, parce qu'en fait avec 3 morceaux de ficelle, un enregistreur et un ordi portable, je pouvais raconter un monde entier. Et donc j'étais fasciné par l'accessibilité de ce truc-là. En me disant, seul dans ma chambre, avec juste mon téléphone, je peux enregistrer et créer un univers entier. Alors vraiment, je peux tout déployer. Donc ça me fascinait. C'était une porte d'entrée dans la culture. Après, je sais pas trop. Moi, j'ai un rapport aussi, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, et même sur le thème un peu de cette rencontre. Moi, je me souviens très tôt que j'ai été frappé par un bouquin que j'ai lu quand j'étais jeune, qui est La distinction de Bourdieu. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, c'est sur le rapport qu'on entretient tous à l'art et comment ça nous définit socialement. Et donc, à travers les premières choses que j'ai pu écrire, moi, je me suis demandé ce que je racontais et à qui je racontais ça. En fait, est-ce que ça racontait de moi? Parce que très souvent, il y a un rapport quand même globalement élitiste dans les formes d'art qu'on emploie, dans les sujets qu'on explore, dans ce qu'on creuse, comment on le creuse. Et donc moi j'ai un peu cette interrogation permanente de me dire en fait à qui je suis en train de parler, pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Et je crois que c'est un excellent moteur depuis le début, depuis que j'écris, moi ça me fait écrire en me disant en fait en me posant cette question, j'ai réalisé que j'écrivais et que le fil rouge de tout ce que j'écrivais c'était la question un peu de l'émancipation et de la révolte et de notre rapport à la marginalité, à la norme, à la soumission, à la docilité. Et donc ces questions-là ont tapé dur dans ce que j'écrivais dès le début et je fais que poursuivre ça. Mais en tout cas c'est par ça que j'ai commencé, avec cette espèce le côté bricolage, accessible de l'art, et puis en fait moi il y a une espèce de colère naturelle depuis souvent qui a fait écho à ces livres de sociologie et depuis je fais que travailler dans cette direction-là. Voilà. Suscribo totalmente lo que ha dicho Nelly. Je suis totalement d'accord. Nadia, vous avez étudié aux Beaux-Arts de Barcelone. J'aimerais savoir comment est-ce que ces études assez classiques ont influé votre liberté artistique. Pues influyó negativamente, porque como has dicho, es una carrera, al menos en la facultad donde yo estudié, donde todavía se tiene esa idea de diferenciar, ¿no? El arte elevado de las artes populares, y el cómic se considera todavía hoy no como un arte menor, y eso a mí me incomodaba muchísimo, ¿no? Me parecía totalmente ridículo, ¿no? Compartimentar las artes como artes elevadas y artes, ¿no? Marginales, populares, ¿no? Y que el cómic fuera como algo menor. Alors, je dirais que ça m'a influencé plutôt négativement. En tout cas, c'est vraiment l'art, une branche dans ma faculté, c'était le cas, où il y a toujours cette idée de différence entre l'art, le bel art, l'art un peu élevé, et l'art populaire. Et pour l'instant, la bande dessinée continue à être perçue comme un art de moindre importance. Et personnellement, ça me dérange, je trouve ça vraiment ridicule de faire une sorte de division entre ces deux types d'art. Non, juste par rapport à ça, je le vis un petit peu puisque dans la littérature, moi là je suis entré par la porte roman noir ou polar. Et ça fait partie en fait de ce qui est très vite catégorisé comme des sous-genres. De la même façon comme la SF, le fantastique, la fantasy. Et donc je suis toujours fasciné par ce qu'on considère comme art mineur, ce qui n'a vraiment aucun sens. Mais encore une fois, c'est une approche qui vise à hiérarchiser les différentes formes de production artistique. Mais c'est absurde, ça n'a pas de sens. Les qualités sont transversales, ça dépasse complètement la forme. Donc encore une fois, moi, dans le podcast par lequel j'ai commencé, c'était aussi perçu avec un petit peu avec un aspect hautain, voilà. Et en fait, il n'appartient qu'à nous après de prendre ça, de le renverser, de le remettre en face en disant non, il y a moyen de faire quelque chose de fort, peu importe le médium. Sí, porque además lo que hace es como decir, vale, el arte importante no, está en las galerías, está en los museos,
y lo demás no entra en estos espacios y además divide también, ¿no?, el tipo de personas que pueden acceder, ¿no? Lo cual me parece absurdo, ¿no? Oui, c'est ça. Et de plus, en fait, cet art, ce bel art que l'on retrouve dans les galeries, dans les musées, alors que l'art qui est considéré comme mineur, quant à lui, il ne s'y trouve pas. Et puis, il y a aussi la question de l'accessibilité, en fait. Moi, je trouve ça absurde. Mehdi, on a constaté que vous avez un profil artistique assez éclectique, que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ma question est, qu'est-ce qui vous a amené à écrire votre premier roman? En fait, on est venu me demander de l'écrire, donc j'ai été très sage, j'ai obéi. Mais non, j'avais déjà écrit dans plein de médiums différents. J'ai eu la chance de... Enfin, sinon, je m'ennuie un peu, mais j'ai eu la chance qu'on me propose même d'être rémunéré, ce qui est merveilleux, pour écrire pour le théâtre, pour la radio, pour la télé maintenant, voilà, en fait, et pour la bande dessinée, je suis en train de travailler dessus maintenant. Je vais écrire un premier scénario de bande dessinée, je découvre, c'est incroyable, le monde de la bande dessinée. Enfin bref, et du coup, le roman, on est venu me proposer, c'était très libre, la seule obligation c'était de respecter le format, la veine du roman noir. On m'a juste dit écrire un roman noir, tu es entièrement libre, il peut y avoir une absence totale d'intrigue, ça peut être décousu, ça peut être un feu d'artifice bordélique, tu fais ce que tu veux, simplement roman noir un peu poisseux. Et en fait, ils ont su trouver les mots justes pour me convaincre de le faire. Ok, merci. Mehdi, vous avez parlé de colère naturelle dans votre rédaction. Je posais la question, quels sont vos aspects de votre vie, de vos personnalités qui influencent, qui nourrissent en fait votre création? Wow. Bueno, influyen en el sentido de, para mí primero, el arte, hacer cómics me ha servido para, no solo para pensarme a mí, sino para pensar el mundo en el que vivo, para hacerme preguntas sobre todo, para cuestionarme cuáles son esas cosas que me incomodan, ¿no? Soy muy afortunada de poder tener un pequeño altavoz también para poder hablar de esas cosas que me interpelan, que me incomodan y supongo que eso tiene que ver con cómo soy yo, ¿no?, y en cómo entiendo el arte y en cómo creo que tiene que ser, ¿no?, poder aprovechar esta voz que tengo para justamente hacer esto, ¿no?, hablar de lo que me incomoda. Alors c'est une très bonne question de parler des influences. Pour moi, la bande dessinée m'a permis de réfléchir sur moi-même et aussi sur le monde qui m'entoure, de me poser des questions sur les choses qui me dérangent au quotidien. Alors j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire porter ma voix, de pouvoir parler de ces choses qui m'interpellent et qui me dérangent au quotidien. Et c'est probablement aussi lié à ma compréhension de l'art. En tout cas, oui, ça me permet de pouvoir parler de tous ces sujets qui me dérangent. Y después, claro, me dedico a la imagen, ¿no?, al dibujo. Y para mí es muy importante romper con los imaginarios establecidos, ¿no?, con cómo nos representamos, ¿no?, romper con eso, utilizar, porque muchas veces creemos, ¿no?, que las imágenes no son inocentes, ¿no?, hablan. Entonces, para mí era importante también utilizar este medio para desmontar los tópicos, imaginarios comunes, ¿no?, utilizar la herramienta para eso. Et puis il y a aussi la question de l'image, du dessin. Pour moi, c'est très important de lutter contre les stéréotypes, les représentations qu'on pourrait avoir. Et souvent, les images parlent d'elles-mêmes, elles sont puissantes et elles permettent de venir démonter ces stéréotypes. Et vous, Mehdi? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Enfin, on est tous conscients, je pense, de la fonction de combat qu'il peut y avoir dans l'art. C'est un sport de combat, plus que la sociologie parfois. Il y a moyen de véhiculer, de faire passer des idées extrêmement fortes de façon plus ou moins subtile. Moi j'ai toujours peur de plaquer quand même dans le visage des gens ma morale ou mes idées, parce que c'est la meilleure façon de les faire partir en courant. Mais si c'est fait, en fait si c'est bien, ça dépend. Je trouve intéressant la façon de réfléchir sur comment amener ces idées, comment les faire affleurer dans une œuvre d'art, sans que ça transpire, sans écraser par son propos la narration, le rythme, le style, la beauté artistique de ce que tu fais, sans dégoûter les gens. Mais par contre, moi j'ai du mal à écrire s'il n'y a pas une portée un peu éthique ou un
engagement, ou un combat, ou un message qui traverse la vie. J'y arrive pas. En fait, j'ai l'impression... en fait, je pense de toute façon que c'est toujours un peu présent dans toutes les œuvres, mais avec plus ou moins d'intensité. Et moi, par exemple, j'ai fait un truc à un moment, une fois, je me suis un petit peu lâché. J'ai fait une œuvre qui s'appelait Pensée Printemps. Et c'est la première fois où je me suis autorisé un peu frontalement à attaquer les dérives dans le monde du travail. Et je m'en veux un peu parce que c'est la seule fois où j'ai manqué un peu de subtilité. Je suis allé, j'étais un peu en colère. Je m'étais mal réveillé le jour où j'ai commencé à écrire ça. Donc je suis parti dans un délire. Mais je pense qu'il y a moyen de travailler ces thématiques-là de façon subtile et de toucher encore plus de monde et de taper vraiment fort, quoi, si tu es subtil. Après, il y a mille et une thématiques, je pense que je te rejoins sur... Moi, c'est les questions d'inégalité socio-économique, ça me rend fou. Les questions de discrimination de genre pour les personnes racisées. Enfin, je veux dire, je pense qu'ici, on est nombreux, même et nombreuses ici à savoir exactement de quoi je parle. Donc ces questions-là, moi, me traversent profondément pour les avoir subies un peu toute ma vie. Et donc j'essaie de voir comment elles peuvent s'articuler. C'est la question de l'intersectionnalité des luttes un peu et comment tu peux les articuler dans l'art. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. En tout cas, moi, je m'y affaire depuis quelques années maintenant. Et j'ai pas prévu de m'arrêter. A veces está bien estar enfadado. Podemos estar enfadados. Parfois c'est bien d'être en colère, on a le droit d'être en colère. J'aimerais brièvement un peu développer un peu vos choix artistiques. Vous avez des styles assez spécifiques et vous avez fait des choix assez audacieux dans le format de vos œuvres avec une écriture un peu épurée, peu de noms, voire pas de noms, une palette de couleurs assez limitée, un format aussi particulier avec les messages vocaux pour Mehdi Bayad. Pensez-vous que ces choix artistiques altèrent ou ont un certain impact dans l'accessibilité de vos œuvres? Je pense pas du tout. Enfin, en vrai, ça va faire formule toute faite, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence vraiment et la sensibilité des gens dans leur rapport à l'art. Mais franchement, il ne faut pas les prendre par la main, il ne faut pas se dire qu'il faut leur mâcher le travail, que ce soit intelligible absolument, il ne faut pas que ce soit lisse, il faut pas... Non, pas du tout. Et je pense que les gens le sentent quand on les prend un peu pour des cons. Quand on leur offre un truc édulcoré, ça les fait chier. Enfin, ils s'en dégagent. Et donc moi, je prends un plaisir fou à tenter des anomalies. C'est plus fort que moi, de toute façon. Et quitte à ce que ce soit... Après, ça peut dégoûter. Il y a plein de choses. Moi, j'ai déjà fait des trucs, je pense que ça peut créer du dégoût. Mais c'est génial, j'adore ça. Enfin, merveilleux. Allons-y. Non, je crois que, par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans les œuvres... s'il y a des spécificités sur la forme, comme là tu disais, il y a un peu de SMS, c'est très parlé. En fait, j'aime bien que ce ne soit pas des gimmicks. J'aime bien que ça serve le propos. J'aime bien que s'il y a une originalité sur la forme, ce soit intéressant sur ce que ça raconte, soit des personnages, soit par exemple dans ce bouquin, Le Bâtiment, si jamais il y a des bizarreries de style, ça raconte les bizarreries du personnage principal et son rapport à la norme, à son envie d'être comme tout le monde. Enfin, voilà. J'aime bien quand les anomalies stylistiques dans l'art nous racontent quelque chose d'intéressant sur le fond. Est-ce que j'ai répondu? Yo pienso totalmente como Mehdi, tiene toda la razón en este sentido cuando dice que nosotros como autores siempre pensamos que nuestro lector es más inteligente que nosotros, ¿no? Y queremos poner, hablar de lo que estamos hablando no de una manera, ¿no? Insisto, tirando de estereotipos, tirando de tópicos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía también el miedo. Yo hago un tipo de cómic un poco experimental, ¿no? Y a mí me asustaba pensar, es que a lo mejor a las lectoras les va a costar, si no son lectores de cómic, no lo van a entender. Y a lo largo de estos años me he dado cuenta de que eran mis propios prejuicios, ¿no? Creo que hay que confiar en que las lectoras y los lectores nos van a entender, ¿no? Y no hacer obras obvias o fáciles por miedo. Je suis d'accord, je pense que Mehdi a tout à fait raison. En tant qu'auteur, on a tendance à penser que le lecteur parfois est même plus intelligent que nous, et quand on parle de tous ces sujets notamment, encore une fois sans tomber dans les stéréotypes. J'avoue que personnellement j'avais un petit peu peur au début parce que mon type de bande dessinée est assez expérimental finalement
Et donc je me suis dit que peut-être que mes lecteurs, habitués à une bande dessinée plus traditionnelle, n'apprécieraient pas ou ne comprendraient pas. Mais je me suis rendu compte que je projetais mes propres préjugés ou mes propres a priori. En fait, il faut vraiment faire confiance à nos lecteurs pour ne pas non plus proposer une œuvre toute lisse et très simplifiée. Y después, claro, el cómic, El buen padre, trata sobre cuestiones profundas, ¿no? Sobre temas que no pueden resolverse con respuestas fáciles o con... Entonces, bueno, para mí era más interesante, ¿no? Pues, como decía Megdi, tratar estas cuestiones de una manera sutil, ¿no? De una manera también dándole empaque a los personajes, ¿no? Que los personajes fueran tridimensionales, que tuvieran profundidad, ¿no? Entonces, bueno, es una sutileza. Et en plus, dans mon livre, dans ma bande dessinée, Le Bon Père, je parle de questions profondes, des sujets qu'on ne peut pas résoudre facilement. Donc moi, c'était très intéressant d'aborder tous ces sujets de façon plus subtile, avec des personnages aussi plus profonds, aux multiples dimensions. Merci beaucoup. Nadia, vous avez dit qu'au début, vous avez hésité à vous lancer dans cet art expérimental. Et Mehdi, vous avez aussi parlé de ce qu'on appelle les anomalies stylistiques, artistiques. Et je voulais savoir pourquoi, au final, vous avez choisi ces formats pour transmettre, pour connecter en fait à votre art par rapport à d'autres formes artistiques. Moi, à chaque fois, j'ai glissé dans ce qui se présentait, avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup découvrir des endroits qui imposent des règles. Et donc, au théâtre, par exemple, il y a tout un tas de règles que je ne connaissais pas et qui se déclinent. Par exemple, je sais pas, dans la comédie au théâtre, le boulevard, il y a mille et une règles et à chaque fois, les gens semblent, mais c'est fascinant. Moi, quand je débarque là-dedans, j'ai l'impression d'être un transfuge de classe parce que les gens semblent tous connaître ces règles sans jamais en parler. C'est vraiment des choses qui traversent tout le monde, c'est comme un silence, un immense tabou. Et donc moi, je débarque là-dedans un peu en espion. Et je trouve ça merveilleux d'apprendre ces règles pour ensuite les briser. C'est comme un petit con un peu. C'est vraiment enfant terrible. J'aime bien comprendre ce qu'on est tous obligés de faire et m'en défaire parce que c'est un peu fou ce genre d'obligation. Et donc j'ai découvert ça dans le théâtre, je découvre ça maintenant dans le roman. Et encore dans le roman, il y a mille et une variations possibles, ça correspond toujours à des règles. J'ai découvert ça à la radio, je découvre ça pour des productions audiovisuelles avec beaucoup d'argent, notamment à la télé, etc. Et alors là, les règles se multiplient, attention les yeux. C'est vraiment dès qu'il y a plus de monde, plus de moyens, plus d'impératifs, alors les règles deviennent démentes. Mais par exemple, dans le polar, j'ai découvert qu'il y avait dans le roman noir tout un tas de règles, notamment sur la résolution, les personnages, l'installation, les portes à ouvrir, quand les fermer, le style employé. Et donc je me suis employé moi minutieusement à les casser et en fait je découvre aussi qu'on peut le faire partout. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je rebondis d'un endroit à l'autre, j'ai une chance folle de pouvoir le faire et je m'amuse dedans à voir un peu ce qui est possible et impossible d'explorer. Sí, hay que romper las reglas, yo creo. Además, por ejemplo, yo siempre he sido lectora de cómics, pero me ha interesado siempre más ese lado experimental del cómic, ¿no? Autores como Chris Ware, ¿no? Que han jugado con el medio, ¿no? Y le han dado profundidad también, ¿no? O no han tenido miedo, eso, justamente de romper estas reglas y probar otras salidas, ¿no? Porque el cómic, como decía antes, tiene infinitas posibilidades, ¿no? Entonces a mí me ha interesado siempre más este lado del cómic, ¿no? Un cómic que no tiene miedo a jugar. Je suis d'accord, il faut briser les règles. Personnellement, j'ai toujours lu des bandes dessinées, mais j'ai été surtout intéressée par le côté expérimental, par des auteurs qui ont toujours choisi de rentrer en profondeur, qui n'ont pas peur de briser les règles en fait. Et pour moi, la bande dessinée nous offre une panoplie de possibilités infinies. Et c'est ça qui m'a toujours intéressée, de ne pas avoir peur de briser les règles et de jouer avec ces règles. Mais je sais que vous l'avez un peu évoqué, mais du coup ma question c'est pourquoi avoir choisi ces médiums précisément, donc la bande dessinée, pour vous Nadia Hafid, et l'écriture pour vous Mehdi Bayat. Yo es que me encanta el cómic, soy una enamorada
ya desde muy jovencita, muy pequeña, he sido siempre lectora de cómic. Estudié ya, como he dicho antes, Bellas Artes, pero ya con esta intención de que quería poder contar mis historias a través del cómic, y fue muy orgánico. Sentía que tenía que trabajar mis ideas y mis temas a través de este medio. Nunca lo he pensado que había otra posibilidad. C'est tout simplement parce que j'ai toujours adoré la bande dessinée. C'est une véritable histoire d'amour depuis que je suis jeune. Je les ai toujours lues. Et j'avais cette intention de raconter mes histoires par la bande dessinée. C'était comme une évidence. C'était le moyen de partager mes idées, de parler de ces sujets. Y como decía antes, porque insisto que me interesa la idea de que el cómic es accesible, ¿no? Que el cómic es un medio que llega a muchos tipos de lectores, y eso es, para mí es muy interesante. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la bande dessinée, c'est avant tout accessible, ça permet de toucher tout type de lecteur, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Moi, je m'interrogeais par rapport à ça, parce qu'on m'a dit récemment que la bande dessinée, qui était autrefois plus accessible et plus populaire, parce que un art déconsidéré, qui était peu cher, accessible pour les classes populaires, était en train de changer, vu que ça devenait très cher, c'était en train de devenir un produit un peu pour les classes supérieures, avec des romans graphiques à 25 €, des trucs comme ça, et donc ça a changé, je sais pas trop, c'est juste par curiosité, quel est le public de la bande dessinée? La respuesta es el capitalismo. Capitalismo salvaje es la respuesta. Bueno, como todo, ¿no? Al final hay una posibilidad de hacer, ¿no? de hacer dinero, pues, con otras cuestiones. Pero bueno, sigo pensando que sigue teniendo este carácter accesible, ¿no? Que la gente todavía, por ejemplo, no sé aquí, entiendo que sí, pero en Cataluña, en España, muchas bibliotecas han apostado por tener cómic, que antes era muy extraño, muy raro, y ahora puedes ir a la biblioteca pública y hay las últimas novedades en cómic, ¿no? Y eso es, bueno, muy interesante que suceda, que niños que no pueden comprar un cómic de 25 € o adultos que no puedan ir a las bibliotecas. Eh bien, la grande réponse, c'est le capitalisme sauvage, comme pour tout finalement. Quand on peut gagner de l'argent, alors c'est ce qu'on fait. Mais encore une fois, personnellement, je pense que la bande dessinée a toujours ce caractère accessible. Je ne sais pas comment ça se passe ici, en Belgique, mais en Catalogne, en Espagne, les bibliothèques ont misé sur la bande dessinée. Donc on peut aujourd'hui aller à la bibliothèque et trouver toutes les nouveautés en termes de BD. Ça veut dire que des enfants qui peut-être ne peuvent pas se permettre de les acheter peuvent quand même les consulter et les lire. En lisant vos 2 œuvres, on a remarqué qu'il y avait des points communs. On retrouve également ces personnages souvent isolés, marginalisés. Je pense que dans votre BD, Le Bon Père, moi je pense à votre personnage paternel qui est isolé, qui subit du racisme. Et dans le bâtiment, il y a ces personnages qui sont projetés par la société, incompris. Et je voudrais savoir, mais qu'est-ce qui vous attire en fait dans ces figures qui sont malheureux en fait? Si vous voulez savoir, qu'est-ce qui vous attire en fait? Moi personnellement, je trouve que c'est les humains les plus intéressants. Enfin, je suis très intéressé par tous les humains, mais les gens isolés ou rêches ou un peu difformes ou cabossés par la vie sont, enfin, je veux dire, c'est évident, mais sont, moi j'adore discuter avec des profils comme ça. Et la plupart du temps, je trouve intéressant d'un point de vue narratif ou dramatique. C'est une ficelle un peu facile, mais de prendre quelqu'un, de l'enlever de son univers habituel et de le placer dans un microcosme qui lui est étranger. C'est une recette vraiment qui marche à tous les coups. Et parce qu'alors il est décompensé, alors il sort de ses habitudes. C'est comme nous, enfin, quand tu te retrouves projeté en voyage dans un autre pays, tu sors de ta zone de confort, tu vois, voilà, et en fait tu révèles un peu de ce que tu es, bien plus. Et donc c'est très intéressant de prendre un personnage et de faire ça. Et au demeurant, moi je trouve intéressant de questionner la question de la solitude parce qu'on est quand même on baigne dans un bain qui nous atomise. C'est-à-dire qu'on est quand même relativement isolés les uns des autres aujourd'hui. Ça crée beaucoup de frustration.
son point de vue, comment il éprouvait cette solitude, avec, parce qu'aujourd'hui on a quand même des injonctions à être normaux, même si à toutes nos aspérités, à les gommer, ou en tout cas à les mettre de côté, à les cacher pour ressembler vraiment à ce qui est attendu. Et donc je voulais questionner ça à travers un personnage qui de toutes ses forces essaie d'être ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un de parfait, en fait quelqu'un de malade, en essayant de sembler sain. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire et en fait c'est ce qui est dans plein d'œuvres que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Claro, a mí lo que me interesa es pensar o reflexionar quiénes empujan, ¿no?, a estos personajes en los márgenes, ¿no? Por lo tanto, quiénes están en el centro, ¿no? ¿Cuál es el status quo? En todos mis cómics, no solo en El Buen Padre, en Chacales, en Mal Olor, mi último cómic, lo que me interesa es reflexionar qué hay detrás de estos malestares que parecen no a priori malestares individuales, ¿no? Es señalar, ojo, que esto se trata de un problema colectivo, hay una violencia estructural que nos empuja a estar en los márgenes, ¿no? No es una cuestión de mala suerte, has tenido mala suerte. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à ce qui a poussé ces personnes à être mises à l'écart, marginalisées. Quel est le status quo? Et je l'ai fait dans tous mes bandes dessinées, pas seulement Le Bon Père, aussi dans Chacales ou Malolor. Qu'est-ce qui explique qu'une personne ressent un mal-être? Parce qu'en fait, c'est un problème collectif. Il existe une violence structurelle. Ce n'est pas juste une question de malchance individuelle. Porque además, como dice Negri, sus personajes también están solos, mis personajes están solos también para evidenciar que la solución o el problema no pasa por tratar los problemas de manera individual, sino por unirnos, colectivizarnos y poder sacudir, ¿no?, estas estructuras que nos oprimen y imprimen violencia en nosotros. Mes personnages, en fait, eux aussi, sont seuls. Et c'est un choix délibéré parce que je voulais montrer que le problème ne pouvait pas être réglé de façon individuelle. Qu'il fallait secouer ces structures qui nous oppressent. Finalement, vos œuvres, ce sont une première artistique dans l'écriture pour vous, Mehdi Bayad, et un petit bout d'autobiographie pour vous, Nadia Hafid. Et elles en disent long, donc, comme vous l'avez dit, sur le monde dans lequel nous vivons, la société, les structures qui nous entourent. Et ma question est, est-ce que vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, il y a des formes de culture qui sont dominantes et d'autres qui sont plus invisibilisées? Totalmente. Sí, de hecho, antes cuando tratábamos la cuestión de un trabajo autobiográfico, es verdad que al principio fue así, ¿no?, que la semilla era que la historia era autobiográfica. Esto creo que ya no me interesa tanto, no por nada, sino porque a veces cuando hablamos de trabajos autobiográficos, insisto, podemos pensar en que se trata de una cuestión concreta, ¿no?, una cuestión pequeña. Y eso no me interesa hablar de algo más amplio, ¿no?, de que yo formo parte de una sociedad que tiene, en la que vivo, ¿no?, donde tengo estos malestares, que tiene estas problemáticas, ¿no? Y eso es lo que me interesa, ¿no?, hablar de que vivimos en una sociedad racista, vivimos en una sociedad clasista, ¿no? Entonces, bueno, hacer una reflexión sobre eso, no tanto en que hay una familia con estas problemáticas. Esto es el germen o la premisa, pero luego me interesa la reflexión más profunda. Absolument. C'est vrai que, à l'origine, je voulais que mon œuvre était censée être autobiographique. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas juste de parler, encore une fois, de l'individuel. Parce que j'ai l'impression que quand on parle d'autobiographie, on pense à un point clé, à un point individuel. Alors que moi, je veux parler de la société dans son ensemble. De la société qui a ses problèmes, qui est raciste, qui discrimine. Je parle de problèmes familiaux, pardon, mais ça va bien au-delà de ça, c'est vraiment la société dans son ensemble qui pose problème. Oui, c'est une question infinie, c'est terrible. Il y a une culture hégémonique, on ne va pas rentrer dans un traité de sociologie, mais moi je suis absolument d'accord sur ce que tu dis. Très souvent, enfin on retrouve des biais. Par exemple, très souvent, il y a question de héros individuels qui résolvent les solutions à eux seuls, ce qui n'a pas de sens en fait. C'est surtout collectivement qu'on va vers qu'on peut s'en sortir dans notre société.
qu'il y a un espace qui est un peu plus pris dans le roman, mais dans les autres formes artistiques, par exemple au théâtre, c'est chaud, quoi. Non, au théâtre, c'est quand même globalement des hommes blancs qui viennent du qui ont plus de 50 ans. Enfin, je veux dire, il y a, bon, voilà, pour aller rapidement. Mais donc ça change, ça évolue et tout, mais j'ai l'impression que ça change très lentement et ça dépend des formes artistiques. Mais en soi, c'est une question immense. Et sur l'hégémonie culturelle, je vous recommande encore Bourdieu, la distinction, c'est terrible. Ou Louisa Yousfi, Restez barbare. Je sais pas si... voilà. En fait, mais il y a plein de... C'est une question infinie. Venez, on en parle autour d'un café après si on se recroise. Merci beaucoup. J'ai aussi remarqué que dans vos deux récits, les personnages ne portent pas de nom. Que ce soit dans BD Le Bon Père, bâtiment, il y a très peu de description des personnages. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que selon vous, cela apporte une manière différente au lecteur de voir l'histoire ou pas du tout? Enfin, à travers l'interprétation surtout. Sí, es justamente esto, ¿no? La intención de que no tengan nombres los personajes es porque el lector pueda reconocerse en cada uno de ellos, ¿no? Puede reconocerse en el padre, en la madre, en las hijas. Me interesa que los personajes sean movibles, ¿no? Y por eso no tienen nombre, por eso muchas veces no tienen rostro tampoco, ¿no? Porque tú te puedas ver reflejado en cualquiera de ellos, ¿no? Al final es un juego para que puedas crear empatía con todos ellos. Oui, c'était un choix délibéré. En fait, mes personnages n'ont pas de nom pour que le lecteur puisse se reconnaître. Par le biais du père, de la mère, des sœurs, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de visage pour que le lecteur puisse y voir son reflet et pour créer de l'empathie aussi. Absolument la même réponse. Aujourd'hui, nous avons parlé de marginalité, d'émancipation, de colère, de capitalisme et les détours en fait qu'elles prennent dans nos vies personnelles, enfin dans vos vies personnelles et à la fois dans nos sociétés. Avant de passer à la performance de fin, je tiens à remercier nos auteurs Mehdi Bayat et Nadia Hafid de leur présence et de vos précieux échanges. Merci à la Foire du Livre qui nous accueille. Merci à Gilles pour l'élaboration de ce projet. Merci à Edith Kakelberg pour ses conseils. Merci à la Bibliothèque Riche-Clair. Merci à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Juan, Emma, Blanche Capucine, Romane et Claire qui ont mené cette rencontre des mois durant avec nous. Merci aux techniciens, Benoît. Merci finalement aux deux comédiennes qui s'apprêtent à nous faire une prestation, Mélissa et Julie, qui de ce pas vont couper la boucle de ces échanges. Mais avant ça, j'aimerais demander au public de donner 4 à 5, voire 6 mots qui, pour vous, résument cette rencontre. Et merci à vous pour les questions et d'avoir pris le temps de lire nos œuvres, c'est génial. Merci beaucoup. Parce que du coup, nous avons une troupe d'improvisation qui va venir nous faire une prestation, donc ils auraient besoin de quelques mots-clés qui pourront faire dérouler leur performance. Sympathie, ok. Culture, d'accord. Identité, mariage, moderne. Colère, colère, Ah, moderne. colère moderne. Qu'est-ce que cette position vous évoque? Les images, personnages, émotions que vous ressentez face à elle? Stress? Doute? Réflexion, tristesse? Poids? Anxiété? Arrête. J'aime pas te voir comme ça, tu sais. Ça va, le monde il est beau, le soleil il brille. J'ai le droit de douter. Et tu doutes toujours. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi.
tu vois. La tienne, c'est pas la même. On va en revenir à ça, c'est ça? On est pareil, toi et moi. C'est pas parce que mes parents ont une maison à Uccle que ça rend de moi quelqu'un de meilleur tout à coup. Hein. Excuse-moi, on vit pas dans les mêmes conditions, on n'a pas eu les mêmes chances dans la vie. Tu comprends ça quand même? Je me bats 15 fois plus fort que toi. Toi, t'as tout comme ça. Alors excuse-moi de douter. Oui, excuse-moi. Parce que j'ai eu tout facilement, j'ai pas le droit de te soutenir. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que tu comprends pas ce que c'est. C'est tout. Tu sais ce que je pense? Que t'aimes bien être comme ça. T'aimes bien te dire que tu es différente. Que du coup tu as le droit de t'apitoyer sur ton sort. C'est facile, hein? S'enfermer. Se dire de toute façon j'y arriverai pas. De toute façon, parce que c'est ma condition. C'est pas ça que je dis, c'est que je suis épuisée. Tu comprends ça? Je dois me battre plus fort que tout le monde tout le temps. Et tu vois pas que je me bats pour toi? Écoute, je suis désolée, je sais que parfois je me rends pas compte. J'ai l'impression que tout est tellement facile, tout est accessible. Pour toi. Quoi, ton travail t'a cherché 2 mois. Moi, ça fait combien de temps? 5 ans. Pourtant, j'ai le même diplôme. À équivalence. J'ai le même diplôme, mais moi, on m'engage jamais. Pourquoi? Parce que j'ai pas les connexions. Bah oui, quand on a papa et maman qui travaillent à un certain endroit, c'est quand même plus facile de trouver du travail. Hein? Donc oui, pardon, j'ai peur de m'engager dans cette voie, dans notre futur, toi et moi. Oui, je doute. Fais-moi confiance. Écoute, on peut rentrer dans ce monde à deux. Et on s'en fout de ce que les autres vont penser. On s'en fout de comment ils vont nous regarder, ok? Ce qui compte, c'est toi. Et comment tu vas t'y prendre? Les règles, on s'en fout. Les règles, c'est nous qui les faisons maintenant, ok? S'ils ont dit ta place est là, eh bien on leur dira non et on ira prendre la place qu'on veut, la place qu'on a décidée. C'est fait pour être brisé, les règles, ok? C'est fait pour explorer, pour aller voir plus loin. Tu vois, le monde, il demande juste à être construit par toutes sortes de personnes, par toutes sortes d'univers. Et on en voit tout passer et en fait on prend tous les gens comme moi, on les emmène ensemble et on lutte contre le monde ensemble, c'est ça que tu veux dire? On met tout le monde. On fait tout. Les politiques, tous ces gens-là, on s'en fout. On descend dans la rue et on en voit tout passer. C'est ça? Ok. Ouais. Ok. Ensemble. Ensemble. Ensemble.